C'est pas parce que j'étais pas derrière le cul des vaches, comme je dis, que j'étais pas nécessaire au bon déroulement de cette ferme. Même si mon mari a fait le choix que sa vie sera pas avec moi, même si je dis moi je peux me faire une raison, ça n'enlève rien à la douleur, quoi. Je suis jamais rentrée dans le moule dans lequel on voulait me mettre. Ça, je l'ai ressenti bien plus d'une fois, oui. Le poids de la génération d'avant, le regard des anciens, l'envie de changer, mais on peut pas parce qu'on a toujours fait comme ça. Gna gna gna. Moi, je préfère être dehors, me salir les mains. C'est pour ça que je suis contente d'être une femme pour finir. Parce que j'ai fait le choix, on m'a pas imposé quelque chose. Ouais, le mot paysanne, il a malheureusement encore cette image de la femme derrière ses fourneaux qui fait un boulot monstrueux. Une femme, quand elle te fait un choix sur une exploitation, elle va pas acheter un plus gros tracteur pour faire comme le voisin. Et puis t'es toujours pas mariée, puis t'as pas d'enfant. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas être à l'aise avec la mécanisation, avec les machines. Des milliers de femmes, des milliers de vies, des milliers de voix. Un point commun, elles nourrissent le monde de demain. Bienvenue dans le podcast Polyphonie paysanne. Je kiffe à fond parce que je me rends compte que je suis capable de tout, que j'ai pas de limite, et puis maintenant la plus puissante c'est moi. Tout d'abord, bienvenue, merci d'avoir accepté de partager ce témoignage. Est-ce que pour commencer, tu voudrais te présenter ? Oui, alors je m'appelle Sandra, j'aurai 54 ans cette année, je dois compter maintenant. J'ai une formation d'employée de commerce. J'ai grandi dans un petit village du Nord Vaudois, donc pas avec des parents agriculteurs, mais vraiment des parents avec un lien au primaire. Mon papa, fils d'agriculteur, qui a dû faire un autre métier parce qu'il était avec son cousin et puis il n'y avait pas la place pour les deux. Une maman, fille de boulanger. J'ai fait une formation d'employée de commerce, toujours habité un petit village. Et puis après, j'ai connu mon mari qui est agriculteur. Et très vite, je me suis adaptée à cette vie. J'ai fait mon travail d'employée de commerce jusqu'à la naissance de mon troisième enfant, donc jusqu'en 2007. Et puis après 2009, il y a eu cette grève du lait où mon mari était très impliqué. Et là, on s'est retrouvés sur la Palue à Lausanne à distribuer du lait pour sensibiliser les citadins de ce qui se passait. Et puis, on a senti un intérêt pour aider cette production de la part du consommateur et on a développé la vente directe de lait. Du coup, moi, j'ai fait ma formation de paysanne sur le tard. En fait, j'ai commencé par faire le cours transformation du lait, mais sans aucune ambition. Et je me suis prise au jeu et j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette formation. Ce qui m'a permis de développer après la fabrication de yogourt, de serré. On faisait de la crème, de la double crème. Je complétais par des caramels à la crème, des bricelets, de la confiture de lait. On livrait aussi de des écoles lausannoises crème et lait. On avait une ou deux épiceries, aussi deux restaurants. Puis en fait, on était vraiment tout le temps à fond sur les deux plans. Mon mari avec ses vaches, parce que c'est un perfectionniste et un amoureux des vaches, donc toujours tout parfait pour les vaches, tout son temps et son énergie pour les vaches, je dirais. Et puis moi, d'un autre côté, en faisant de la vente directe, on doit aussi toujours être régulier, présent, et on peut pas se permettre de pas avoir d'une régularité, donc ça prend énormément de temps. Après, il y a toutes les tâches aussi administratives qui découlent de tout ça, de la facturation, vérifier les paiements, les livraisons. Et puis, on a fait ça 13-14 ans. Et on était à un stade où soit il fallait passer un palier supérieur, mais ça veut dire s'équiper, voire engager quelqu'un. Et engager quelqu'un, ça me plaisait. Je trouvais dommage que tous les efforts qu'on avait faits pour cette vente directe qui a permis de tenir 15 ans le domaine, je dirais, à un niveau acceptable. Parce que le prix du lait était tellement bas, cette vente directe compensait bien le prix du lait. Et moi, je me disais, mais si on engage quelqu'un, ça va revenir à zéro quasiment notre revenu. Donc, c'était pas une option. Et puis, on commence à réfléchir à une ou deux autres possibilités. Fatiguée de faire tous les mercredis et samedis les marchés.
été comme hiver, hein, tous les marchés à part 1 ou 2 par année. Alors, généralement, lui, il faisait le mercredi, moi, je faisais le samedi. Alors, pour lui, c'était des journées épouvantables. À 4h30 à la traite, il sortait de l'écurie, c'était 7h30, puis 8h moins quart, il était dans la voiture pour descendre au marché. Puis on revenait, c'était plus ou moins à 2h30, et puis à 3h, il recommençait. Là, on n'avait plus de vie sociale, plus du tout. Et un jour, j'ai eu l'opportunité de trouver un travail 50% comme conseillère en assurance, donc pour les agriculteurs vaudois. Et en 1 mois, j'ai pris la décision d'arrêter la vente directe et j'ai trouvé ce travail. Donc, je peux sauter sans parachute. Je ne savais pas si ça allait me plaire. C'est un petit peu une nouvelle aventure. Et puis, fort heureusement, ça se passe bien. C'est un métier qui m'apporte beaucoup. C'est un côté très social. On entend des belles histoires. On voit des belles personnes qui ne vont pas toujours forcément bien, mais je trouve que c'est un métier qui me plaît. Et j'ai aussi choisi ce métier et à 50% parce que j'ai des horaires quasiment libres, en me disant ça me permet toujours de jongler entre l'administratif, donc la comptabilité, les RH de la ferme, les repas, même si j'ai des enfants qui viennent plus grands, on reste une famille et puis moi je tiens... c'est quelque chose pour moi qui est important, mettre en valeur aussi nos produits, prendre du temps... en ne bossant pas à 50% pour me permettre de faire des choses qui me tiennent à cœur, mais qui, pour moi, étaient une plus-value pour toute la famille. Et puis voilà, puis tout d'un coup, votre monde s'écroule. Il y a une période de déni, clairement. Je pense que là, je suis sortie de mon déni, même si des matins, je me réveille encore en me disant, mais c'est pas possible. Et puis après, qu'on le veuille ou pas, je vais devoir défendre mon beefsteak, comme on dit. C'est pas histoire d'être méchant, de vouloir plus, c'est juste histoire de pouvoir vivre. Alors, on est vraiment dans les prémices. Donc là, il n'y a même pas une séparation officielle qui a été déposée. Donc déjà, la première chose, c'est de mettre à plat la période de séparation qui, quoi, comment, financièrement. Quand on sépare d'un indépendant, il n'est pas toujours très en avance dans le bouclement de ses comptes, donc on a toujours plus ou moins une année de retard. Il y a des revenus qui ne sont pas forcément toujours réguliers, on est tributaire du marché, de la météo, plein de choses. Donc, la première étape, c'est de mettre tout ça à plat. Et puis la suite, je ne sais pas. On est vraiment dans les prémices. Il a beaucoup de peine à me parler. J'ai dit, mais on va avoir des discussions à affronter. Demander ce qu'on a le droit, c'est pas embêter. C'est juste que moi, je devrais aussi survivre là au milieu. Parce que l'argent a été mis sur l'exploitation. Après, on n'est pas propriétaire, donc il n'y a pas une histoire de bâtiment. Mais par contre, il y a une histoire de beau au nom des deux. Et puis, par ma formation, si j'ai envie de revendiquer quelque chose, je peux clairement être exploitante agricole reconnue. Même si, comme je disais, je vais pas lui prendre ses vaches, puis je vais ni traire des vaches, mais je pourrais posséder une autre activité parallèle ou je ne sais pas. Pour le moment, il y a beaucoup de choses à penser et beaucoup de changements, mais j'ai pas envie de m'interdire cette solution si, en plus de mon travail à 50%, j'ai besoin d'un travail qui ressemble à ma formation paysanne. Ça, j'ai pas envie de me l'interdire. Donc, pour le moment, tout est ouvert parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup à régler avant de passer dans des projets. Mais là aussi, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux te mettre à ton compte? T'es à 10 ans de la retraite. Je lui dis, ouais, voilà, je suis quittée il y a 10 ans de la retraite, donc il faut bien que je rebondisse. Et ce qui est terrible, c'est dans le monde agricole que tu as une séparation.
Alors, il y a peut-être des femmes qui sont contentes de quitter ce milieu, je ne sais pas. Hein. Je pense toutes les possibilités existent. Mais il y a souvent aussi la pression du fils qui va reprendre en disant « Mais si tu m'embêtes, tu vas prétériter ton fils. » Et ça, je trouve que c'est une pression inacceptable. Inacceptable parce que mon fils, c'est la chair de ma chair, puis j'ai juste pas envie de le prétériter. Mais d'un autre côté, je dois aussi sauver ma peau, point de vue financier. Je peux pas laisser 15 ans de bénévolat, de travail sur l'exploitation, puis m'en aller sans rien demander. Mais cette pression, moi, je trouve terrible pour mes 3 enfants, et spécialement pour mon fils qui fait ce métier avec son papa et qui aime ce métier. C'est que suivant comment ça tourne, il va peut-être entendre un jour, c'est ta maman qui est embêtée, et je trouve ça pas correct. Cette pression envers l'enfant, c'est pas correct. Et ça, je voulais te demander justement, comment ça se passe pour ton fils, parce que lui doit reprendre le domaine, donc... Il a, comme on dit, le cul en 2 chaises, souvent. Il m'en a voulu par moment d'interagir avec son papa. Il me dit, mais c'est fini, parle-lui plus. Puis je dis, mais moi, il y a des choses que je dois encore lui dire. C'est vrai que il a quand même entendu des jolies crises. Les filles ont été un petit peu épargnées par le fait que la journée, elles sont à l'extérieur. Donc, j'essaye d'opériser tout ça aussi pour lui. Mais en effet, c'est pas une situation idéale. On est déchirés en tant que mère. Déchirés entre peut-être prétérité ou empêcher le fils de pouvoir reprendre, parce que suivant la situation de laquelle financièrement est mis le mari, ça va prétériter la reprise. Donc pour une mère, d'empêcher à quelque part le rêve de son enfant, c'est terrible. Et puis d'un autre, on n'a pas à supporter cette pression parce que on n'est pas responsable de tout ça. Donc, je trouve juste navrant. Mais moi, je l'ai déjà entendu 2-3 fois. Puis que si ça devait mal se passer avec les enfants, c'était de ma faute parce que j'ai un petit peu de la peine à tourner la page. J'ai passé par tous les états. J'ai passé par le sentiment de honte. Honte de ce qui m'arrive. C'est terrible. Responsable de ce qui m'arrive. Puis après, je trouve que se détacher de la personne, de la philosophie de vie qui est quand même bien, en plus avec des vaches laitières, une vie bien, bien rythmée et particulière, qui donne aucun... on n'a pas de soupape de secours. C'est 365 jours par année, matin et soir, quoi qu'il arrive. Et moi, j'ai adhéré à tout ça. Et moi, qui avais idéalisé ma vie, je dois me réinventer. Et j'ai beaucoup de peine avec ce deuil de la ferme. Et puis là, vous vous retrouvez tout de coup seul, avec 3 enfants, mais seul quand même. Et puis, il faut aller de l'avant, il faut tenir le coup. Je me suis levée tous les matins, j'ai toujours assumé les repas pour ma famille, tant bien que mal, mais j'ai toujours tenu la barque. Mais avec des sacrés bas. Et là, gentiment... je comprends que ma vie, elle est plus là. Et puis, même si je vais pas partir très, très, très loin de cet endroit, je vais devoir me reconstruire. D'un côté, je me réjouis aussi pour retrouver une sérénité parce qu'on est sous le même toit. Un grain de poussière peut nous amener à des disputes pas possibles. Le dialogue est très compliqué quand on en arrive à ce stade-là. Si je me souviens bien, la première fois qu'on s'était rencontrés, tu m'avais dit que c'était une double peine. Oui. Parce que tu divorçais pas seulement d'un homme, mais aussi d'un métier. C'est ça. Moi, je me suis toujours considérée
pas comme une agricultrice, mais comme une paysanne. Et je trouvais que c'était tellement complémentaire, nos deux rôles. Ce rôle d'intendance, on peut l'appeler comme ça, enfin, c'est pas péjoratif, je crois pas, enfin, c'est bourré de connaissances et de valeurs. Et je l'ai tenu tant bien que mal, des fois un peu débordée partout, mais pour que cette ferme tourne, pour que mon mari puisse faire ses horaires de travail comme il devait les faire. Donc, tout était organisé là autour. Donc, les sorties en famille, c'est pas avant 9h30 le dimanche matin, puis à 3h30, on est rentré. Les vacances, c'est pas une semaine au relâche, c'est 5 jours et on vole encore le vendredi après-midi. C'est le fait qu'on débranche jamais, on a toujours la tête prise par cette exploitation. Et moi, j'avais l'impression d'être un peu, pas le pilier, mais un petit peu le point central, ou même si j'ai pas le rôle, de loin pas le rôle principal sur l'exploitation, je le revendique absolument pas, mais un petit peu le point d'ancrage. Où s'ils venaient manger 2 heures après, le souper était toujours là, j'avais fait souper les enfants avant quand ils étaient plus petits, enfin. Et pour moi, c'était OK tout ça, parce que c'était un tout. Et puis, quand on comprend que pour la personne qu'on croyait connaître, c'est pas du tout ça, c'est après quand même 28 ans de vie en commun, ça a une sacrée violence. Et je pense que ce monde agricole est un petit peu un monde on est un petit peu un monde à part, et en plus avec des animaux, des vaches laitières, où tout tourne autour de ce détail. Et moi, j'ai l'impression de m'y être adaptée et fait en sorte que ça joue. Et là, j'ai pas eu de salaire de 2008 à 2019, où j'ai fait du bénévolat. Et quand je parlais au comptable, il me disait « Oh, il n'y a pas beaucoup de revenus, puis de toute façon, il y a le bonus éducatif. » Alors, mon œil, le bonus éducatif, il se sépare en deux dans les couples. Et puis, 2019, on a une dame comptable qui est arrivée, puis elle a dit « mais vous n'êtes pas salarié ?» Et puis là, elle a un peu poussé les choses pour que je sois salariée, mais j'ai toujours laissé mon salaire sur l'exploitation. Je ne me suis jamais versé mon salaire effectif. Donc, c'était une écriture comptable, au bout du compte. Mais voilà, le but, c'était de faire tourner cette ferme. C'était le seul but en soi, quoi. Mais c'est pas parce que j'étais pas derrière le cul des vaches, comme je dis, que j'étais pas nécessaire au bon déroulement de cette ferme. En tout cas, j'y ai mis mon cœur et mes tripes. J'ai adopté ce lieu, même si on aime bien me rappeler que si je suis là, que c'est pas grâce à ma famille, mais à la sienne. Pas beaucoup d'opathie de ce que je vis et de ce que j'ai fait. On voit que le côté peut-être ménager, mais tout ce que j'ai fait administratif, tout ce que j'ai fait pain, pâtisserie, transformation, ça je crois que mon mari le sait, je pense qu'il le sait et moi je le sais, mais ma belle famille je crois pas. En tout cas, j'ai pas jamais eu de remarque que c'était exceptionnel ce que je faisais. Ça, c'est une chose que j'ai souvent entendue. Cette reconnaissance qui est tellement difficile à obtenir pour la belle-fille qui arrive sur la ferme. Toi, tu l'as ressenti dès le début ou plus récemment ? En fait, j'ai toujours eu l'impression qu'on aurait voulu me formater. Puis, moi, je suis quelqu'un, je me suis pas mariée à 20 ans, j'ai vécu avant, j'ai du caractère, puis je dis non, Sandra, c'est Sandra, puis Sandra restera Sandra, quoi. Je suis jamais rentrée dans le moule dans lequel on voulait me mettre. Ça, je l'ai ressenti bien plus d'une fois, oui. Ce moule, il prenait quelle forme ? Mais de la petite ménagère parfaite, et qui fait tout comme on a appris à l'école ménagère. Et voilà. Puis pour moi, c'est pas ça, être une femme parfaite. Pour moi, être parfaite, c'est aussi savoir rire, c'est ne pas se prendre au sérieux. Oui, mais j'étais pas l'idéal, je pense, avec du recul.
Parce que j'ai un petit côté, des fois, un peu fofolette, parce que je me suis permise de partir en vacances sans mon mari avec mes filles. Et que j'ai osé aller jusqu'au Danemark, mon Dieu. Enfin, voilà. Enfin, puis des choses, je me dis, mais... Enfin, moi, je suis assez à me dire, même si ça me blesse, à dire, mais ce que les gens posent de moi, tout compte fait. Je connais mes valeurs, je sais ce que je peux me permettre, ce que je peux pas me permettre, et puis voilà. Dans un couple, on est deux, puis j'ai certainement ma part de faute, mais la situation de laquelle on est, c'est pas du tout celle que je voulais. Je la subis. Ici, je dois faire un petit aparté. 2 semaines après l'enregistrement, Sandra écoute le podcast pour la première fois, puis elle me rappelle pour revenir sur ce moment que vous allez entendre juste après. Il y a quelque chose qui la trouble. Tu sais, j'ai dit que mon mari avait travaillé 2 fois plus que moi. Pourtant, moi aussi, j'ai travaillé sans arrêt. Alors pourquoi est-ce que je minimise tout ça ? Tu pourrais pas en parler dans le podcast ? C'est vrai que ça m'avait frappé lors de notre échange. Cette ambivalence qu'on sent chez Sandra, à la fois un besoin de reconnaissance pour tout ce travail accompli pendant des années, et en même temps, une difficulté à vraiment se l'attribuer, comme s'il fallait ne pas prendre trop de place ou trop parler de soi. Mais c'est aussi ça le pouvoir du podcast. Le fait de s'entendre raconter sa propre histoire crée parfois une forme de distance qui permet de porter un regard bienveillant sur soi-même. En tout cas, Sandra ne veut plus minimiser son travail. Je la laisse maintenant reprendre le fil de son histoire. Et je suis tout à fait consciente qu'il a travaillé 2 fois plus que moi, certainement en matière de vraiment travail. Mais de l'autre côté, j'étais toujours là pour tout le reste. Tu t'es occupée des enfants quand même. Ben oui, et d'un employé à la toute, qui vit de la maison, qui mange avec vous. Dimanche, vous êtes invité, il faut penser au repas pour l'employé. Il y a toujours cette charge mentale qui reste vraiment sur l'épaule des femmes, je trouve. Mais je renie absolument pas le fait qu'il a bossé comme un fou. Mais il a aussi bossé comme un fou parce qu'il a des exigences et puis il a un amour de ses vaches et puis que des fois il a cherché la perfection. Donc toi, tu as fait le brevet de paysanne et maintenant, en fait, on te dit, voilà, le couple c'est fini, il va falloir se réinventer une vie et ce brevet de paysanne, ça devient compliqué de le faire valoriser ailleurs. Parce que s'il n'y a pas d'exploitation, j'imagine qu'on ne retrouve pas comme ça du travail là-dedans. C'est compliqué, c'est déjà compliqué à faire comprendre aux gens, spécialement dans le monde agricole, la valeur de ce brevet de paysanne. C'est assez difficile. C'est une formation supérieure, que c'est fédéral. Moi, je pense que ça m'a quand même aidé à retrouver un emploi. Vu que j'ai un emploi quand même lié à l'agriculture, je pense que c'était pas un point négatif d'avoir le brevet. Mais autrement, en effet, c'est difficile de faire une activité de paysanne si on n'a pas de domaine. Après, oui, vous pouvez peut-être aller vendeuse à la laiterie ou au shop de produits du terroir. Mais si on veut vraiment exercer... Pour moi, c'est vraiment un complément au métier d'agriculteur paysanne. C'est aussi une formation qui est ouverte aux hommes, mais qui a peu de succès envers les hommes. Mais elle n'est pas anodine. C'est une formation où on passe par la gestion du temps, la gestion de l'intérieur. On fait de l'économie rurale, on fait du droit, on fait de la comptabilité. On a des cours de cuisine, on a des cours qui devraient clairement être proposés à ces messieurs qui est... je cherche le nom. En fait, c'est un peu la gestion des conflits. Famille et société. Donc, où on apprend un petit peu à se positionner de le conflit, à parler. Ça, c'est une chose par laquelle on passe. Et je pense qu'aujourd'hui, elle a une telle importance, ce cours, mais il devrait être vraiment aussi ouvert à ces messieurs pour leur apprendre à pas se taire, mais à affronter des fois la difficulté et le conflit. Et puis là, c'est quoi alors les projets pour le futur, pour essayer de redémarrer cette nouvelle vie ?
Alors, les projets, ce sera de m'installer dans cette nouvelle maison. Il va y avoir beaucoup à réfléchir. Je crains le déménagement. C'est 20 ans d'une vie, 20 ans qu'on habite à la ferme, donc 20 ans de tri, en gros. Et puis après, c'est me reconstruire continuer mon métier en trouvant une compensation qui sera, je sais pas si je développerai quelque chose en parallèle, je sais pas trop encore. Vraiment, le prochain objectif, c'est de me recréer en cocon. Et puis après, professionnellement, on verra. Puis dans ma vie de tous les jours, c'est prendre soin de moi. J'ai compris que si je prenais pas soin de moi, ça n'irait pas. C'est m'accorder, pas culpabiliser si je fais rien, parce que quand on a vécu avec quelqu'un qui a fait que de travailler, on a l'impression que t'en fais rien, on n'a pas le droit. Mais dans mes objectifs de vie, l'autre jour, dimanche, j'ai été voir ma fille courir les 10 km, puis on était dans le métro, puis il y a un petit pépé, puis une petite grand-maman, puis pour sortir du métro, le petit grand-père a pris la main de sa femme. Puis je regardais ma fille, puis je lui ai dit, tu vois, c'est comme ça que je rêvais de vieillir. Puis je dis, il faudra que... que je m'adapte. Puis elle m'a dit, mais on te donnera la main. Puis je dis, oui, mais t'es gentil, mais moi, je veux que vous fassiez votre vie, quoi. Mais voilà, vraiment mon objectif de vie, c'était qu'on finissait ensemble, puis ce qu'on faisait là, c'était la construction pour plus tard. Et puis, c'est ça, pour moi, qui me rend beaucoup... qui m'amène beaucoup de colère aussi. Quand on est dans cette problématique qu'on veut plus que l'autre s'accroche, on devient tellement maladroit autant d'un côté de l'autre, moi en m'accrochant, lui en se détachant. Je pense qu'on passe par des maladresses, mais qu'on comprend après. C'est terrible. À un moment donné, je trouve déteste un peu le mot fort, mais on est aussi obligé tout d'un coup pour avancer, vu qu'on doit se détacher, il faut trouver des raisons de se détacher. Mais j'espère que tout ça s'apaise avec les années. Parce que moi, je pense à mes enfants, on reste leur papa et leur maman, donc leur noyau. Mais voilà, la séparation à l'amiable où tout va bien dans le meilleur des mondes, un petit peu de peine à y croire. À un moment donné, il y a quand même des difficultés qui vous rattrapent. Même si, mon mari a fait le choix que sa vie ne sera pas avec moi, même si, gentiment, je peux me faire une raison, ça n'enlève rien à la douleur, quoi. Mais une chose que j'estime qu'on me doit aujourd'hui, c'est le temps. Le temps de trouver ce que j'ai besoin, sans être forcée de faire les choses dans le stress. Parce qu'après une expérience comme ça, on a besoin de temps pour se reconstruire, on a besoin de temps pour trouver son chemin dans cette jungle. Puis je me l'accorde sans scrupule en me disant que j'ai le droit de prendre le temps. Dans cette vie de paysanne que j'ai vécue, il n'y avait jamais le temps pour rien. Souvent, je lui ai dit à mon mari, ton pire ennemi, c'est le temps. Ça a toujours été une course-poursuite, cette vie. Puis aujourd'hui, le temps, j'estime que c'est quelque chose qui m'est dû et j'essaye de profiter. Et ce podcast aussi, c'est intéressant parce qu'il faut avoir le courage aussi de témoigner comme ça. Ça fait partie du processus. Oui. J'avais envie de faire quelque chose de cette douleur. Je ne sais pas ce que j'allais en faire, mais qu'il faudrait que j'en fasse quelque chose. Et je pense que ça fait partie d'une chose que j'en fais, ouais. C'était l'une des voix de Polyphonie paysanne, un projet de recherche mené à l'Université de Lausanne qui donne à entendre les femmes qui travaillent dans l'agriculture. Cet entretien a été mené par moi-même, Ariane Meria, et le son a été monté et mixé par Bastien Meria. Tous les épisodes sont à retrouver sur polyphoniepaysanne.ch ainsi que sur Spotify, YouTube, Apple Podcasts et Deezer. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire qui sent bon la terre, les vaches et le foin.